Alors Christophe Rocky, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour, bienvenue au studio Décideur FICAD. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous n'êtes pas Christophe Rocky, un prof de droit comme les autres. Au sein de l'institution lilloise de l'EDEC, évidemment, vous êtes directeur de l'EDEC Augmented Law Institute. L'innovation, les chaires, les institutes est au cœur de la stratégie de l'école, puisqu'elle n'en est pas à son coup d'essai d'ailleurs, je crois, dans la création d'instituts reconnus. Absolument. Donc c'est déjà maintenant une histoire assez ancienne, entre guillemets, que cet objectif au niveau de l'EDEC, en matière de recherche, de ne pas impacter que d'un point de vue académique, mais d'avoir aussi un impact dans les entreprises, chez les organisations économiques, donc plus généralement hein, dans l'industrie. Le plus beau succès à ce jour qu'on a eu, ça a été la formidable aventure de Scientific Beta. Donc pour faire simple, la Scientific Beta était un spin-off du centre de recherche qui existe toujours d'ailleurs, EDEC Risk Institute. Sur la base des travaux de recherche de ERI, des nouveaux indices Smart Beta ont été créés et ont été proposés au marché. Et comme c'était pas le métier d'un centre de recherche que de vendre des indices au marché dans une démarche vraiment industrialisée, ce spin-off a été créé, contrôlé par la fondation EDEC. Puis il y a eu un succès formidable et le contrôle de ce spin-off donc de Scientific Beta a été vendu il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus exactement, avec le Covid, les confinements, le rapport au temps est un peu distordu, à la société qui gère la bourse de Singapour. Par la fondation EDEC, ce qui permet de récupérer de l'argent pour réinvestir dans d'autres projets, et en particulier, donc ça c'est une grosse innovation côté EDEC, dans un gros centre de recherche en matière de finances vertes et de climate change. Magnifique. Et aujourd'hui, on va quand même plutôt parler de votre institute. L'école affirme désormais son leadership sur la formation et la recherche en droit et le management. Alors, depuis 30 ans, et vous en êtes un des architectes, vous formez les futurs leaders dans le programme Grande École, dans les masters spécialisés. Mais le but aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. C'est de positionner le savoir-faire, la fonction et les compétences du juriste au centre de la transformation des entreprises et de la société. Alors, au-delà de la formation, là, on a vraiment l'impression que c'est l'évolution de toute la profession que vous embrassez, que vous essayez de driver, d'accompagner et d'éclairer. Alors effectivement, donc comme vous venez de le dire, Mathieu, c'est le fruit d'années et d'années de travail, de réflexion, d'implication, d'engagement dans le secteur juridique, dans les métiers du droit, sur des sujets historiquement qui étaient vraiment à l'interface entre le droit, la stratégie, le droit, le management, parce qu'on considérait que c'était quelque part notre légitimité hein, d'être sur cette zone frontière, cette intersection entre le droit et la gestion. Il s'avère qu'on a décidé en 2020, dans le cadre du nouveau plan stratégique de l'EDEC, d'accélérer, d'aller plus loin, de mettre plus de moyens dans ces engagements, dans le droit et pour les métiers du droit, pour nos jeunes, mais aussi pour les praticiens et les professionnels des différents métiers. Donc l'EDEC Augmented Law Institute a été créé. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'institut? On est une équipe de 11 personnes. Ah oui, quand même. Donc des enseignants-chercheurs, un responsable d'innovation, un responsable comme marketing. Voilà, donc une équipe d'ailleurs très diversifiée parce qu'on a des nationalités différentes, des gens qui ont des parcours différents. Et donc l'objectif, ça a été au niveau de l'Institut, d'accélérer et de consolider ce qu'on avait déjà fait en matière d'enseignement, en matière de recherche. Et puis, dans le domaine de la recherche, d'aller encore plus loin dans cette logique de recherche impactante. En d'autres termes, de réussir à transformer des travaux de recherche et de l'actif propriété intellectuelle de l'équipe des professeurs en nouveaux produits, en nouveaux services de formation ou pas, à destination des praticiens du droit, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le marché du droit, au sens large du terme, est soumis à pas mal de modifications, voire des bouleversements, un grand phénomène de transformation, mais qui n'est pas une logique de disruption, mais ça se fait au fil de l'eau, de manière un petit peu incrémentale, avec la technologie, mais pas que. Puisque quand on discute avec des recruteurs, que ce soit pour les cabinets d'avocats, pour les directions juridiques et directions fiscales, donc de façon générale pour ce marché-là, il y a de vrais sujets de recrutement, il y a de vrais sujets de rétention des talents, il y a de vrais sujets d'accompagnement des talents.
Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, dans nos travaux et dans nos formations, c'est d'avoir à la fois cette dimension technologique et cette dimension management des talents, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et réciproquement. Et on voit que l'évolution va jusque dans les process, au-delà de la technologie et des briques, avec des métiers qui viennent pour essayer justement d'harmoniser tout cela. Donc les LegalOps sont nés, en tout cas sont arrivés en France il y a quoi? Il y a quelques années, 4-5 ans peut-être? Oui, à peu près. Alors aux États-Unis avant, hein, comme souvent dans un certain nombre de domaines. Ça arrive maintenant en France, enfin en Europe et puis en France. Je discutais d'ailleurs récemment avec quelqu'un qui me disait oui, phénomène de mode. Je dis non, c'est pas un phénomène de mode du tout. C'est juste qu'à un moment donné, on se rend compte que construire une offre de prestations juridiques, de conseils juridiques, d'accompagnement juridique ou fiscal pour des clients, et ensuite distribuer cette offre et ces services, c'est évidemment un métier, mais qui demande d'être performant, d'être efficace, efficient. Il faut des process, il faut une gouvernance, il faut des objectifs, il faut être capable de traiter la data, d'en tirer des conclusions. Donc, il n'y a pas de raison que les métiers du droit ne soient pas soumis à cette logique opérationnelle, hein, des accompagnements des opérations, d'où l'appellation LegalOps, comme c'est le cas dans les autres métiers, dans les autres industries, y compris de services. Et c'est certainement également l'interlocuteur qui manquait au Legal Tech depuis quelques années pour avancer de façon bien organisée et encore une fois avec une architecture SI, un plan, une organisation pour pouvoir effectivement travailler avec ces grandes directions juridiques. C'est ça, et c'est vrai aussi pour les cabinets d'ailleurs, mais aussi dans une logique d'être capable de calculer les coûts, mais aussi la valeur que l'on crée pour son client. Alors, si c'est une direction juridique, son client interne, enfin l'entreprise. Si c'est un cabinet d'avocats, ça va être le client final et l'entreprise en particulier. Donc, travailler sur les coûts, travailler sur la productivité, mais travailler aussi, je le redis, sur le talent, sur les équipes, sur leur accompagnement, sur la façon dont on peut faire du knowledge management, parce que ça, c'est aussi dans le périmètre qui doit être couvert par les LegalOps, qui offre d'ailleurs, même si tous les LegalOps ne sont pas forcément que des juristes, il y a des gens qui viennent du business development, il y a des ingénieurs, mais ça offre aussi des perspectives de carrière différentes pour des juristes, de sortir un petit peu du bois, si je puis dire, juridique, et d'aller vers d'autres choses, de quitter un petit peu le droit, tout en y restant. Moi, je trouve que c'est ce que je dis parfois à mes étudiants. Vous êtes aujourd'hui dans un monde et un contexte qui est très compliqué, plus qu'il ne l'était pour ma génération. Donc c'est vrai que ça peut générer des crispations, des angoisses, elles sont légitimes. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités de métiers pour un jeune qui a été formé en droit ou qui a été formé en droit et en gestion qu'aujourd'hui. Puisqu'on parle des LegalOps, il y a aussi d'autres métiers. Bon, ça c'est moins nouveau, mais il y a les forensics, il y a évidemment la compliance, qui est une fonction formidable parce qu'encore plus à l'intersection entre la gestion des risques, le juridique, les process, la gouvernance, les chiffres. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup d'opportunités pour des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché. La destruction créatrice. Alors, justement, rentrons dans le sujet. Vous parliez de combien ça coûte, mais aussi qu'est-ce que ça rapporte. Donc là, on va rentrer dans l'EDEC Augmented Law Institute. Concrètement, quelles sont vos offres? Qu'est-ce que vous faites pour les directions juridiques, pour les cabinets d'avocats à date, aujourd'hui? Alors, en fait, pour faire simple, nous, on a vraiment deux types d'activités. Sur cette activité destinée à générer de l'innovation pour le marché, pour les professionnels du droit. Là encore, au sens large du terme. On a une première activité qu'on a appelée, j'ouvre les guillemets, start-up recherche, c'est-à-dire que, un petit peu à l'instar de ce que faisait ERI et Scientific Beta, à partir de travaux de recherche et de production intellectuelle sur des sujets qui peuvent être en particulier des sujets liés à la transformation des métiers du droit, on génère des idées qui peuvent se traduire en nouveaux produits ou en nouveaux services, qu'on essaie de construire avec des partenaires. Et puis si on voit que on peut arriver à quelque chose de cohérent, qui peut être pertinent et qui peut créer de la valeur pour le marché, on l'amène sur le marché, on passe en MVP et puis on voit si le MVP trouve son marché ou pas. Alors, une illustration, ça c'est la démarche qu'on a retenue, qu'on a eue
quand on a créé nos index Legal Transformation. C'est-à-dire qu'on a, pendant un certain temps, travaillé, comme le font des chercheurs, sur le sujet de la transformation des métiers du droit, et en particulier des directions juridiques, qui est une transformation par la technologie, mais pas que. On a travaillé dans un premier temps sur un premier thème qui était l'innovation, thème de transformation. On a travaillé avec la direction juridique d'Ubisoft, qui a été notre benchmark. Et puis, à partir de ce travail de recherche, on a créé un index avec des critères, des sous-critères, deux types d'indicateurs. Les indicateurs, les leviers clés de la transformation. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour que la transformation puisse exister et puisse créer de la valeur? Et puis, deuxièmement, les indicateurs clés de performance de cette transformation. Donc, on l'a fait sur innovation. On a créé une plateforme, allmyindex.legal, qui permet à une direction juridique de s'auto-évaluer sur le thème de l'innovation, sur le thème de l'agilité, ça c'était un deuxième sujet de recherche, je vais y revenir, et sur le thème de la digitalisation, donc c'est 3 thèmes de transformation. La plateforme est disponible en français et en anglais, donc ça nous permet de ne pas être coupé d'interlocuteurs non francophones. Ça demande quand même, pour faire ce self-assessment qui est gratuit, d'accepter d'y passer un petit peu de temps. C'est pas un gadget, c'est assez substantiel. Et puis on couvre 3 grandes dimensions de transformation: la dimension stratégique, la dimension opérationnelle et la dimension comportementale. On a donc développé ce deuxième thème de transformation qui a été l'agilité, et on l'a fait en partenariat, un contrat avec Soprasteria, qui était très intéressé par le sujet, qui était déjà très avancé sur la partie tech, mais qui voulait comprendre un peu plus, aller plus loin sur cette notion d'agilité. Donc, ils nous ont servi de benchmark, là encore. Et puis, troisième thème, qui a été le dernier en date, la digitalisation. Et on l'a fait avec comme benchmark la direction juridique de Bolloré Transport et Logistics et l'équipe d'Éric Amar. Donc, l'intérêt d'avoir ces benchmarks, c'est que ça nous permet, en fait, d'avoir un processus itératif entre l'équipe de chercheurs, les équipes de la DJ, les équipes de la DJ, l'équipe de chercheurs. Il y a la recherche, entre guillemets, qui se fait en chambre. Qu'est-ce qui a été publié, la revue de littérature, dans les revues, la littérature en management, en gestion, en stratégie, mais aussi en droit, même si on a moins, évidemment, en droit sur ces sujets-là. On confronte après à l'expérience de l'entreprise. On échange avec les membres des équipes, pas forcément que juridique d'ailleurs, parce qu'on peut être amené à interviewer les clients internes. Et puis, on fait tourner tout ça et on arrive à une première version d'un index qu'on fait d'abord tester par la DJ Benchmark. Ça permet de sortir un score et les autres DJ qui ont envie de se mesurer à ce benchmark-là passent dans ce process d'auto-évaluation ou de self-assessment et peuvent comparer leur score au score du benchmark. Donc, sur ce sujet de All My Index, vous avez 3 champions qui ont été identifiés, qui ont voulu aller plus loin en créant avec vous vraiment un index sur leur thématique, qu'elle soit l'agilité, l'innovation ou le digital, avec, on l'a dit dans le désordre, Ubisoft, Bolloré et Soprasteria. C'est cela. Et donc derrière, fort de ces index que vous avez créés, ils sont désormais sur étagère. Et chaque direction juridique peut voir, effectivement, peut venir se confronter à cet index, voir où elle se situe, et pourquoi pas derrière, j'imagine, avoir des retours sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quels leviers, quels KPIs à mettre en place, qu'est-ce qu'il faut changer. Absolument. Alors, ce que je tiens aussi à dire, parce que c'est très important, là, on a été et on est toujours vraiment dans une logique de recherche et développement. Ça a été possible parce que on a été aidé par un partenaire qui est Legal Suite du groupe Septéo. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, que je salue aussi en même temps que vous, Mathieu. Donc merci beaucoup de leur confiance parce qu'ils sont très intéressés par ces sujets. C'est important d'essayer d'être un petit peu, comme on dit, en avance de phase. Et donc, en fait, l'objectif, si vous voulez, c'est à la fois de permettre au maximum de directions juridiques et peut-être, pourquoi pas, bientôt au cabinet d'avocats, de pouvoir, sur le thème qui les intéresse de transformation, alors ça peut être tous les thèmes, mais de pouvoir déterminer là où ils en sont, de se comparer à un benchmark, de voir pourquoi, de comprendre pourquoi ils sous-performent par rapport à ce benchmark, ou éventuellement ils surperforment,
La deuxième phase, et ça on est en train de le faire avec une direction juridique, c'est de mettre en place des ateliers qui permettent de débriefer, d'échanger avec les équipes sur les résultats de l'auto-évaluation, parce que l'auto-évaluation, elle est d'abord faite par chaque membre de l'équipe à titre individuel. On peut constater parfois des écarts dans les réponses, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi, quand on est dans la même équipe, sur des questions même qui peuvent être parfois très très objectives, on a un écart qui peut être même parfois considérable. Pourquoi ? Ouais. À quoi c'est lié, à quoi c'est dû. Et puis de sortir de ces ateliers avec un contrat d'équipe consistant à dire nos priorités par rapport à des pain points. Notre raison d'être, notre mission. Voilà, exactement. Ça. Ah oui, ça c'est important que vous le rappeliez, Mathieu, parce que parfois, moi je trouve que quand on parle de la technologie pour les professions du droit, des legal tech, mais pas que, on perd parfois, alors pas toujours, mais on perd parfois un petit peu de vue que tout ça, ça doit s'inscrire dans la logique de vision, de mission, d'objectif, de stratégie d'une DJ. Elles n'ont pas toutes la même vision parce que les entreprises sont différentes, les cultures sont différentes, les objectifs stratégiques peuvent être différents, la façon de faire du business peut être différente. Alors je reprends des exemples. Ce que vous citiez entre la direction juridique d'Ubisoft et la direction juridique d'une boîte tech, alors ce qui est d'ailleurs un peu Ubisoft au demeurant, ou d'une société comme Bolloré ou d'une société du retail, il y a évidemment des points communs, mais il y a aussi des différences parce que c'est pas le même marché, c'est pas la même culture d'entreprise, et donc les DJ vont avoir des missions. Il y a un corps commun qui est bien évidemment de mettre l'entreprise en protection, en sécurité par rapport à un environnement réglementaire et au regard de ses enjeux business et de la dimension éthique. Mais après, il veut y avoir d'énormes différences, y compris dans les opérations. Ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, si on reprend la dimension plutôt talent et recrutement, parce que quand on recrute des jeunes ou des moins jeunes, c'est important qu'ils puissent comprendre dans quelle culture ils vont s'inscrire, quel est le type de travail avec quels objectifs, de sentir qu'il y a une vision et il y a une mission particulière pour une direction juridique, mais on peut avoir le même raisonnement pour un cabinet d'avocats, et que c'est pas partout pareil. Et puis une fois qu'on a fini cette période d'amélioration de son état de transformation par rapport à un objectif qu'on a pu se fixer, qu'une direction juridique en particulier a pu se fixer, c'est de se dire maintenant qu'on on est parti de là, on est arrivé là, voire on est arrivé là, on propose une certification. C'est-à-dire que par rapport au score du benchmark, on considère qu'il y a un certain score qui permet d'attester de façon objective, parce qu'évidemment, une fois qu'on est allé au-delà de l'auto-évaluation, du self-assessment, on rentre plus dans le cœur de la machine, on échange avec les équipes, ça nous permet, nous, de voir effectivement la réalité de certaines choses, et on peut aller vers une certification. Alors, ce que je pourrais peut-être vous confirmer bientôt quand on se reverra, Mathieu, et encore merci de votre invitation, on apprécie beaucoup, c'est vous annoncer qu'on va vraisemblablement signer un partenariat avec une entreprise que je ne peux pas citer pour l'instant, mais qui est très impliquée sur ces sujets d'accompagnement des acteurs du droit dans leur transformation, qui, elle, peut venir avec son offre, enfin, qui a déjà son offre de conseil, et ça permet d'être vraiment dans un continuum d'auto-évaluation, d'ateliers de progression, d'accompagnement de conseil, de certification en bout de chaîne. Pour boucler la boucle c'est ça. Et faire du end-to-end. Pour revenir à vous, Christophe, on est quand même à mi-chemin entre l'éducation, l'EdTech, l'entrepreneuriat. Vous parliez de Startup Research Model. Donc, vous êtes loin là, de où vous pouviez être peut-être il y a 10 ou 15 ans lorsque vous étiez, entre guillemets, professeur de droit à l'EDEC dans une école de commerce. Qu'est-ce qui vous motive dans cette exploration, dans ce travail ? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y en a certainement plus que deux, mais les deux qui me viennent à l'esprit. Il y a une motivation qui est une motivation collective liée à la culture de l'EDEC, qui est une école créée par des entrepreneurs, il y a maintenant très très longtemps, qui a toujours été gérée dans une optique, dans une culture, dans un état d'esprit entrepreneurial, de prise de risque,
avec un statut particulier, puisque l'EDEC n'est pas une université publique, mais ça n'est pas non plus une société avec des actionnaires. L'EDEC est une association de loi 1901, donc on n'a pas d'actionnaires à qui on rendait compte, mais on rendait compte à tous nos stakeholders. Les étudiants, les familles d'étudiants, les diplômés, le marché qui recrute les diplômés de l'EDEC et de ses différents programmes, les salariés de l'EDEC, dans ces salariés, le corps professoral. Voilà, donc l'EDEC a un conseil d'administration. Donc cette culture-là, elle est très forte et on doit la garder et même la renforcer de plus en plus parce que le succès de l'EDEC n'a toujours dépendu que de l'EDEC. De ce qu'elle propose, de la qualité des programmes, des formations et des services proposés par l'EDEC et de la réponse que le marché lui apporte. Les étudiants, les participants qui s'inscrivent aux formations de l'EDEC, les entreprises qui recrutent les diplômés. Voilà. Donc si jamais la qualité n'était pas au rendez-vous, on aurait moins d'étudiants, ils seraient plus recrutés quand ils sont diplômés, et le budget de l'EDEC, comment dirais-je, fondrait comme neige au soleil. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une nécessité d'évolution du modèle un peu d'école de commerce aussi, je veux dire, sans aller jusqu'à rabattre toutes les cartes, mais c'est l'école de commerce aussi qui fait sa révolution, tout comme la direction juridique. Oui. Alors après, toutes les écoles n'ont pas forcément ce modèle-là. Hein. Chacun trouve sa voie et ça, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Nous, en tout cas, on a trouvé la nôtre. Et l'EDEC a été, depuis le départ, et toujours une association de loi 1901. Les succès que l'on a, qui nécessitent des prises de risques. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais quand on a ouvert le campus de Nice à l'époque, on prédisait l'apocalypse à l'EDEC. Il y a eu quelques années qui ont été compliquées, et puis finalement, c'est une décision stratégique majeure qu'on a eu raison de prendre. On a fait après le choix de spécialiser nos campus. Le campus de Nice est devenu le pôle finance, je crois. C'est ça, c'est le campus qui accueille toutes les formations de finance de l'EDEC. Il y a également le Global MBA de l'EDEC. C'est un campus formidable. Mais ce n'était pas forcément, on gagnait d'avance vu ce qu'on nous disait à l'époque. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire collectivement, quand on adhère à la culture de l'EDEC, c'est mon cas, et c'est le cas de tous les salariés de l'EDEC, mais moi c'est vrai depuis un moment, parce que ça fait quand même quelques années que j'y suis, on adhère à cette culture d'entrepreneuriat, de prise de risque dans ce qu'on fait. Et c'est pas, j'ouvre les guillemets, business as usual. Parce qu'on sait très bien que si on n'innove pas en permanence, à un moment donné, on est dépassé et c'est pas bon. Après, à titre plus personnel, mais ça c'est peut-être lié à ma personnalité, je sais pas. Quand vous arrivez dans une école comme l'EDEC en tant que juriste, vous devez évidemment comprendre ce qu'est une école de commerce. Accepter que le droit n'est pas l'alpha et l'oméga de l'institution que vous venez de rejoindre. Donc, écoutez, vous faire accepter. Et puis, une fois que vous avez compris et que les interlocuteurs se rendent compte que vous n'êtes pas complètement borné et enfermé dans le silo juridique sans aucune écoute ou altérité possible, là, c'est là que commence ce travail de conviction auprès des gestionnaires, des stratèges, des financiers, que le droit, pour celles et ceux qui n'étaient pas déjà convaincus de ça, le droit est important, est une dimension importante du business, et doit être une dimension aussi importante de la formation dans une école comme l'EDEC. Et je suis sûr que beaucoup de directeurs, directrices juridiques se retrouveront dans votre discours, puisque au-delà de ce que vous avez vécu en interne dans cette institution lilloise, ils le vivent certainement quotidiennement, du coup, dans leurs entreprises, avec leurs COMEX. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors, on ne fait pas le même métier, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que si, dans un premier temps, on ne fait pas l'effort de comprendre dans quel écosystème on est, que le droit, ou l'enseignement du droit, ou la recherche en droit, pour nous, n'est pas une finalité en soi, mais au service d'un objectif plus général de formation d'étudiants, ou de protection et d'accompagnement, d'amélioration du business d'une entreprise dans le cas des DJ, ça part mal et ça va pas le faire. Alors après, c'est vrai que moi j'ai eu la chance, et puis toute l'équipe à l'EDEC a eu la chance d'avoir l'écoute, une attention particulière de la gouvernance de l'EDEC sur les sujets juridiques. On n'a jamais eu, ça c'est vrai que c'est pas vrai partout, à ramer à contre-courant. Pour autant, il fallait quand même démontrer
que le droit apportait quelque chose, qu'il fallait en tenir compte comme d'autres dimensions, d'autres disciplines, ni moins ni plus. Et ça, je pense que c'est une fierté collective qu'on a d'y être arrivé et de placer le droit à l'EDEC comme un élément important de la formation des étudiants et de ce que fait l'EDEC de manière générale. Donc après, c'est aussi, mais ça ce sont des choix personnels, avoir envie de se réinventer dans son métier. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un pur produit de la fac de droit, avec mes qualités, avec mes défauts. Et puis petit à petit, j'ai pris des chemins de traverse, comme on dit. Je me suis enrichi au contact des autres. J'ai parfois fait un petit peu moins de droit et plus d'autres choses. Et voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, réussir à continuer à être une équipe d'enseignants-chercheurs, parce qu'on l'est toujours, mais par ailleurs de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on apporte à une communauté en dehors de la communauté académique, en tant que chercheur, mais à une communauté économique, à une communauté d'acteurs du marché. Moi, je trouve ça très enrichissant parce que ça oblige à se remettre en question, ça oblige à s'enrichir. Je dis souvent, quand je fais des conférences ou quand j'interviens devant notamment la direction juridique, moi, je ne viens pas prêcher la bonne parole ou vous dire vous devriez faire comme ci, comme ça. Je m'enrichis aussi de vos expériences. Il y a un effet un peu éponge. Et puis, quand on est chercheur, on intègre ça dans sa réflexion, dans son travail de recherche. On a des points de repère variés et multiples, et on peut de ce fait-là produire des choses qui sont plus pertinentes. Plus fines. Voilà, et pas déconnectées. Et impactantes. C'est pour boucler la boucle peut-être avec cette notion d'écosystème et commencer à conclure, Christophe Roquilly, je pense que vous êtes aujourd'hui au sein des organismes professionnels, donc pour ne citer que la FJE, le Cercle Montesquieu, des entreprises qui fournissent des services associés au droit, des médias. Je pense que vous êtes en effet un des plus souvent, un des invités du milieu académique le plus visible et le plus écouté. Donc, je pense que l'écosystème vous le rend bien. Et merci d'être venu avec nous ce matin pour nous parler un petit peu de l'EDEC Augmented Law Institute. On se retrouvera, je l'espère, je nous le souhaite, Christophe Roquilly, dans quelques semaines, quelques mois, pour commencer à débriefer avec ces entreprises qui ont souhaité sauter le pas avec vous pour aller soit plus loin dans l'agilité, dans la transfo, dans l'innovation et le digital, évidemment. Donc nous verrons peut-être les entreprises qu'on a citées avant venir nous présenter ce qu'a été ce process, pourquoi ils ont voulu y aller, ce qu'ils en retirent aujourd'hui, afin qu'on puisse bien comprendre et encore aller plus loin avec grand plaisir, Mathieu. Encore merci beaucoup. Et puis je pense peut-être, si vous me permettez un dernier mot, c'est les entreprises qu'on a citées, les directions juridiques qu'on a citées, sont des exemples d'organisations qui ont compris que se transformer, c'est un chemin qui est long. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Ça demande d'abord c'est une décision politique de le faire. Ça demande d'accepter d'y accorder du budget. Ça demande également d'accepter de faire parler ses équipes, parler avec ses fournisseurs, que ce soit les fournisseurs tech ou autres, et de s'engager délibérément avec une vision de là où on veut aller, dans un process qui peut être long, parce que la transformation, là encore, c'est pas quelque chose d'instantané. Je disais tout à l'heure, c'est très, très incrémental. Je pense que tout le monde devrait s'en inspirer. Et ce sera le mot de la fin. Merci Christophe Roquilly. Mathieu. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour décortiquer ce qu'ont fait les directions juridiques avec l'EDEC Augmented Law Institute. N'hésitez pas à aller sur le site internet, tout y est très bien expliqué. Je remercie Benjamin pour la réalisation de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux sujets. Merci Christophe. Merci Mathieu.